8h10, bienvenue sur RCF. Un mois après la publication par le CCNE, le comité d'éthique, de ses conclusions sur la révision des lois bioéthiques, notre grand invité ce matin est neurobiologiste, ancien directeur d'unité à l'INSERM et proche de la Fondation Jérôme Léjeune. Alain Privat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Il y a un mois, on a beaucoup parlé de la PMA au moment de la sortie du rapport très attendu du CCNE, la PMA, la procréation médicale assistée pour toutes les femmes en couple et puis les femmes célibataires. On a en revanche beaucoup moins parlé de l'embryon. Alors Alain Privat, est-ce que la PMA, c'est l'arbre qui cache la forêt de la recherche sur l'embryon que le CCNE propose d'ouvrir largement ? Oui, c'est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est aussi, si vous voulez, un élément de toute une réflexion, de toute une philosophie sur ce que doit être la médecine aujourd'hui. La PMA, c'est procréation médicalement assistée. La recherche sur l'embryon, c'est une recherche médicale qui doit être dirigée vers le soin d'un patient et pas simplement vers le fait de se faire plaisir en découvrant quelque chose dont on ne sait pas exactement ce que c'est ou ce que ça va être. Alors on va détailler parce qu'on est dans des domaines très compliqués. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est autorisé en matière de recherche sur l'embryon ? Alors, en matière de recherche sur l'embryon, les choses sont relativement bien encadrées par la loi actuelle de bioéthique. C'est-à-dire que la recherche sur des embryons dits surnuméraires, c'est-à-dire provenant de fécondation in vitro, n'ont plus de projet parental. Qui n'ont plus de projet parental, ne peut pas dépasser 7 jours après la fécondation. Et donc, c'est quelque chose de parfaitement encadré qui correspond à, je dirais, une recherche raisonnable sur des causes possibles d'anomalies génétiques ou épigénétiques. Tout dépassement de cette période conduit inévitablement à dire « Oh, 7 jours, c'est pas beaucoup. Pourquoi pas 15, pourquoi pas 20, etc. » Et on arrive à ce moment-là à véritablement donner aux chercheurs des possibilités de faire des manipulations sur l'embryon. C'est-à-dire, c'est éventuellement, on arrive à l'enfant sur mesure, c'est-à-dire grand, blond, avec de beaux muscles et un beau cerveau. Et ça, c'est quand même une dérive dont il faut se méfier, à laquelle il faut être attentif. Alors ça, c'est la recherche sur l'embryon. Aujourd'hui, possible pour des embryons surnuméraires jusqu'à 7 jours. Oui. Au-delà de 7 jours, à 7 jours, il se passe quelque chose ? C'est une limite qui a été déterminée de façon un petit peu arbitraire, parce que, bon, on sait effectivement que le nombre de divisions cellulaires, je dirais le développement de l'embryon commence à 7 jours à être visible en tant que futur être humain, voyez-vous. Donc, voilà. Certains chercheurs demandent à ce qu'on aille jusqu'à 14 jours, parce que là, vraiment, visiblement, c'est un cap. 14 jours, c'est un cap. C'est un cap, mais c'est un cap qui est aussi artificiel que celui de 7 jours. Ça veut dire que si on se donne 14 jours, ça va être plus. Et il faut savoir, et ça je crois que c'est important, qu'actuellement dans certains pays comme la Chine, il y a des batteries d'embryons qui sont là, que l'on cultive pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, pour faire toutes sortes d'expérimentations. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument éviter, parce que c'est directement la porte ouverte vers l'eugénisme. L'eugénisme, excusez-moi que j'ai l'âge que j'ai, mais qu'on a connu dans un pays voisin qui s'appelle l'Allemagne pendant les années sombres du nazisme. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Alors là, on a évoqué la recherche sur l'embryon, oui. La législation actuelle. Oui. Il y a aussi la recherche sur les cellules embryonnaires. Quelle est la différence entre recherche sur les embryons et recherche sur les cellules embryonnaires ? Alors, plutôt que cellules embryonnaires, je dirais recherche sur les cellules souches. Alors, une cellule souche, c'est une cellule embryonnaire qui a plusieurs caractéristiques. La première, c'est de se multiplier indéfiniment. Et la deuxième, c'est de pouvoir être différenciée, de pouvoir la pousser vers n'importe quel type cellulaire. C'est ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentielles. Donc, la recherche sur ces cellules souches, c'est la possibilité, si vous voulez, d'une part, au niveau de la recherche fondamentale, de découvrir comment se développe un embryon. Mais ça, on n'a pas besoin de le faire sur un embryon humain. On peut le faire sur un embryon de rat, on peut le faire sur un embryon de singe. Et d'autre part, éventuellement, là encore, de pousser les choses vers des possibilités de thérapie. Ça, c'est très important. Mais il faut savoir que depuis maintenant, il y a une dizaine d'années, on dispose d'un outil très intéressant qui s'appelle les cellules iPS. Alors, on en reparlera. Oui. Mais restons où nous en sommes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est autorisé en matière de recherche
sur les cellules souches embryonnaires. Alors sur les cellules souches embryonnaires, on a la possibilité, dans le cadre de la loi actuelle, de réaliser un certain nombre de recherches à condition que le projet soit déposé et qu'il soit accepté par les instances gouvernementales. Et ça, c'est quelque chose, c'est un encadrement qui est de bonne loi parce qu'il ne bride pas la capacité des chercheurs à chercher, mais il empêche ou il prévient la possibilité de faire n'importe quoi. Alors Alain Privat, on l'a dit, il y a un mois, il y a eu ce rapport du CCNE, le comité d'éthique, et là qui propose d'alléger cette loi. Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Ce qui est dit, c'est qu'effectivement, les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines pourraient être conduites, je dirais, presque d'une façon presque ouverte, sans contrôle réel. Et là, encore, ça conduit à ce que nous disions il y a quelques minutes sur la recherche sur l'embryon. Ça veut dire la possibilité, à partir d'une cellule souche, de reconstituer non seulement un paquet de cellules, mais également un organe, un foie, un rein, mais peut-être de reconstituer éventuellement un embryon à partir de cellules souches. Alors ça, on peut l'expérimenter sur le rat, on peut l'expérimenter sur le singe, on peut l'expérimenter sur un lapin, sur un autre animal, mais le fait de toucher, si vous voulez, à ces cellules embryonnaires humaines pour essayer de reconstituer un embryon, là encore, c'est quelque chose d'impensable. Je vous propose d'écouter un autre neurobiologiste. Il va falloir que vous mettiez le casque pour l'entendre. Il s'appelle Thierry Galli, il est chercheur à l'INSERM. C'était il y a 4 ans lors d'une réunion du comité d'éthique de l'INSERM. Quand on pense au progrès extraordinaire des approches de génétique et d'épigénétique des 10 ou 15 dernières années, c'est tout à fait aberrant que l'embryon humain ne bénéficie pas, pour des raisons essentiellement politiques, religieuses, etc., de toutes ces avancées extraordinaires, et donc qu'on soit face à un champ d'ignorance au lieu d'être face à un champ de connaissance. Alain Privat, alors faire de l'embryon humain un champ de connaissance et non un champ d'ignorance, comment vous entendez cette interpellation ? Alors, c'est une interpellation, je dirais, qui est un peu biaisée dans la mesure où la connaissance, elle peut être acquise exactement de la même façon sur des embryons animaux. Et encore une fois, commencer à manipuler des embryons humains dans un objectif de connaissance, c'est ouvrir la porte à toutes sortes de manipulations. On n'a pas besoin d'avoir recours à un embryon humain pour développer nos connaissances. Ça, nous le savons très bien. Ça fait 50 ans que je fais ce métier. On a travaillé sur des éléments très simples, des vers, des mouches, des rats, etc. On arrive maintenant à travailler sur des petits primates et on se rend compte que le système nerveux, qui est mon domaine d'étude, de ces petits primates, est exactement, sur le plan cellulaire, similaire à celui de l'homme. Donc, on n'a pas besoin de passer par le stade de l'expérimentation sur le matériau humain ? Absolument pas, parce que ces cellules, elles fonctionnent exactement de la même façon. Il faut savoir que le génome de ces petits primates est à 99,5% similaire à celui de l'homme. Donc, pourquoi aller chercher des embryons humains alors que, là encore, cela ouvre la porte à des manipulations qui peuvent conduire à des choses horribles. Alain Privat, ceux qui demandent la levée des restrictions sur la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, et il faut préciser qu'ils ne demandent pas tous la même chose, hein. Certains vont plus loin que d'autres, mais pour eux, cette recherche permettrait de trouver des traitements pour des maladies rares dévastatrices et puis de mieux comprendre les différents stades de développement de l'embryon. Ça, vous répondez pareil, l'expérimentation sur les animaux, ça suffit ? Alors, dans ce domaine-là, on dispose maintenant d'outils extraordinaires qui sont des cellules induites, des cellules pluripotentielles induites. Ce qui veut dire que, très simplement, chez un patient qui est atteint d'une maladie génétique, on peut prélever un tout petit fragment de peau. Et à partir de ce petit fragment de peau, on dédifférencie les cellules, on les transforme en cellules souches. C'est un travail qui a été fait par un collègue japonais qui a obtenu le prix Nobel. En 2012. Et à partir de cela, on peut avoir toute la traduction de la façon dont s'est développée la maladie chez ce patient. Donc, on n'a pas besoin d'embryon pour ça. On prend des cellules du patient, on étudie la maladie et on peut, maintenant, avec les outils dont on dispose, éventuellement modifier le gène responsable de la maladie ou l'ensemble de gènes responsables de la maladie pour essayer d'avoir un outil thérapeutique donc fourni par ces cellules IPS. Alors Alain Privat, ces découvertes sur les cellules IPS en 2012 ont suscité énormément d'espoir et d'enthousiasme dans la communauté scientifique. Aujourd'hui, on a l'impression que l'enthousiasme est retombé et beaucoup disent que ça coûte énormément cher. Je crois que pour une cellule embryonnaire, pour la retransformer, vous saurez mieux que moi les termes, ça coûte une centaine d'euros, plusieurs centaines d'euros. Et pour les cellules IPS adultes, on est à des dizaines de milliers d'euros.
Oui, ça a été comme ça au début. En fait, bon, le problème d'argent, je dirais que c'est un faux problème. Oui, c'est presque un faux problème parce que bon, on utilise beaucoup d'argent de l'État pour faire des choses qui sont peut-être un petit peu moins utiles que pour essayer de comprendre comment fonctionne notre organisme et essayer de le guérir. Donc, il devrait réattribuer certains crédits. Oui, oui. On vous demandera pas où est-ce qu'il faut les supprimer parce que sinon. Oui. Non, mais je pense que le vrai problème était avec ces cellules IPS, un problème qui est en train d'être réglé, le fait que ces cellules n'étaient pas vraiment totalement contrôlables. C'est-à-dire qu'au tout début, si vous voulez, les premières expérimentations de notre collègue Yamanaka conduisaient à des cellules qui pouvaient éventuellement se cancériser. Et ça, évidemment, c'était un danger très important, mais qui est maintenant contrôlé parce on sait quel est le gène qui était responsable éventuellement de la cancérisation et celui-là a été supprimé. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus la réactivation de ce gène pour obtenir ces cellules IPS. Donc, on a maintenant un matériel qui est de plus en plus sûr, de plus en plus intéressant. Et encore une fois, c'est le seul matériel qui permet, à partir du cas précis d'un patient, d'essayer de guérir sa maladie. Vous savez, nous médecins, nous ne soignons pas des maladies, nous soignons des patients. Hein. Pour moi, la médecine, c'est soigner un patient, c'est pas soigner une maladie. Et les cellules IPS nous permettront de soigner des patients et pas simplement une maladie X, Y, Z. Alors, on a la thérapie cellulaire qui a suscité d'immenses espoirs. Je crois que ça fonctionne bien pour certaines insuffisances cardiaques. Oui. Et là aussi, ce qu'on fait avec des cellules embryonnaires, des cellules souches embryonnaires, on pourrait le faire avec ces cellules IPS, vous y croyez? Ah, mais bien sûr. Il faut savoir aussi que ce qui a été fait actuellement avec des cellules souches embryonnaires, il n'y a pas véritablement de maladie qui ait été guérie avec les cellules souches embryonnaires. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec les cellules souches embryonnaires. On ne peut pas citer actuellement de travail qui ait conduit à des guérisons vraiment significatives. Avec les cellules IPS, il y a plusieurs expérimentations qui sont en cours, dont on espère, entre autres sur des maladies de la rétine, dont on espère qu'elles conduiront véritablement à des thérapies efficaces. Alors, Alain Privat, pourquoi est-ce que vous êtes moins nombreux à défendre ces cellules IPS que ceux qui demandent à corps et à cri qu'on ouvre plus largement la recherche sur l'embryon? Alors au départ, si vous voulez, je pense à ce qui se passe en France. Au départ, il y avait énormément dans certains laboratoires, dans certains organismes, énormément d'argent qui avait été dépensé pour mettre au point ces techniques de cellules embryonnaires. Et donc ça a été très difficile pour ces laboratoires de passer aux cellules IPS quand est venu le résultat formidable de Yamanaka avec ces cellules IPS. Maintenant, c'est encore une question d'argent. C'est encore une question d'argent. Mais là maintenant, si vous voulez, c'est presque, on se retrouve, excusez-moi du terme, avec un espèce d'esprit post-68 il est interdit d'interdire. Et bon, quand on soigne des personnes, il faut s'interdire parfois certaines choses. Et pour vous, c'est plus une question politique que scientifique ? Oui, c'est plus une question. Oui, scientifiquement, si vous voulez, on sait qu'on a les outils et on sait qu'on a des outils extrêmement performants qui permettent d'avancer véritablement sans faire joujou avec des embryons humains. C'est pas un jouet, un embryon humain. Alain Privat, je voudrais que vous nous réexpliquiez vos réticences au travail sur les cellules souches embryonnaires. Une cellule souche, on va le rappeler, mais vous me confirmerez, oui. Elle s'est prélevée 5 jours après la fécondation. Oui. C'est minuscule de chez minuscule. Quelles sont les questions éthiques que ça pose pour vous ? Les questions éthiques que ça pose pour moi, c'est que si on continue à développer ces recherches sur les cellules souches, il va falloir des embryons. Et alors ces embryons, d'où viennent-ils ? On sait très bien que le stock d'embryons surnuméraires est en train de diminuer, même s'il est relativement important. Et donc, si on ouvre très largement ces recherches, ça veut dire que il va falloir fabriquer des embryons. Quelque part, il faudra fabriquer des embryons. C'est ce que font nos confrères, entre guillemets, chinois. Ils font des embryons pour avoir... Et ça, pourquoi c'est grave ? Pourquoi c'est grave ? Parce que si, à côté de cela, on déplace la date, le jour jusqu'auquel on peut conserver ces embryons, c'est-à-dire 14 jours, peut-être davantage à ce moment-là, on se retrouve avec le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, The Brave New World, où on fait des usines d'embryons. On sait très bien que quand on ouvre la porte, si vous voulez, quand on met le pied dans la porte, à ce moment-là, la porte s'ouvre et tout devient possible. Alain Privat, je vais peut-être être naïve, mais vous parlez des Chinois, mais en France, on n'est pas comme ça. Les gens sont beaucoup plus sages, ont une déontologie. Oui, on aimerait que ce soit comme ça, mais l'expérience montre, si vous voulez, malheureusement, que quand il n'y a plus de barrières légales, eh bien à ce moment-là, la tentation est très forte de
d'ouvrir un peu plus largement la porte et d'aller vers des choses que peut-être on n'aurait pas voulu au départ, mais pour voir, pour aller un tout petit peu plus loin, il y a une curiosité humaine qui est difficile à contrôler et on essaie de pousser les choses un peu plus loin. Et ça fascine de travailler sur les débuts de la vie? C'est absolument fascinant. C'est absolument fascinant, bien sûr, parce que c'est, vous savez, l'homme est un phénomène temporaire. Il y a le début, il y a la fin. Pour comprendre tout ce qui se passe dans une vie, il faut commencer par bien comprendre ce qui se passe au début. Vous pensez, Alain Privat, que les Français peuvent comprendre ces difficultés éthiques que vous venez de nous énoncer? Oui, je pense que les Français peuvent comprendre parce que, si vous voulez, il y a quand même notre vieux pays a été fondé, je vais employer un terme un petit peu galvaudé, sur une tradition judéo-chrétienne qui était celle de respecter l'homme. Et le respect de l'homme, ça commence à partir de quelques cellules. Merci beaucoup, Alain Privat, d'avoir été le grand invité de la matinale ce matin. Je rappelle que vous êtes neurobiologiste, ancien directeur d'unité à l'INSERM et proche de la Fondation Jérôme Lejeune. Merci à vous.